Je me souviens du son de ma propre respiration avant l'accident. Lente, nerveuse, le genre de respiration que l'on prend quand on essaie de se convaincre que tout va bien, même quand notre instinct nous dit le contraire. J'avais 17 ans, et mes parents venaient de me laisser emprunter la berline argentée et rouillée qu'ils entretenaient à peine. Tant que j'allais chercher ma petite sœur à son cours de danse et que je la déposais au salon de coiffure après, c'était toujours comme ça. J'étais la fille de course, la chauffeuse gratuite, le plan de secours quand tous les autres avaient de vrais projets. Et pourtant, même en sachant cela, je disais toujours oui parce qu'une partie de moi voulait encore être remarquée. Je voulais encore que ma mère dise « Merci, ma chérie », au lieu de « Ne sois pas en retard ». Ces cheveux sont plus importants que tes excuses. Mais cette nuit-là, il a plu. Pas le genre de bruine légère et douce. Je parle de trompes d'eau, torrentielles. Les routes de notre ville s'inondent vite, et les pneus de la berline n'avaient plus de bande de roulement. Papa n'a jamais pensé que c'était urgent. J'étais à 5 minutes du salon quand le monde a basculé. Un mauvais virage, un freinage manqué, un éclair de phare. Le cri n'est jamais sorti de ma gorge. Le métal a crié plus fort. Le verre s'est brisé. Mon bras a heurté le volant. Quelque chose a craqué. Puis, le silence. Je me suis réveillé avec du sang dans la bouche et ma jambe gauche engourdie. Le côté passager était écrasé, m'emprisonnant. Mon téléphone avait été projeté quelque part sous le siège. L'airbag m'avait brûlé la poitrine. Je me souviens avoir pensé, c'est la fin. Voilà comment je meurs, dans la voiture que mon père n'a jamais fait réviser, en essayant d'amener ma sœur à son fichu rendez-vous chez le coiffeur. Mais ensuite, j'ai revu des phares. J'ai cligné des yeux à travers le flou. Une voiture approchait, le véhicule utilitaire sport de mes parents. Un soulagement. Pendant une demi-seconde, j'ai cru que j'étais sauvé. Ils se sont arrêtés. Ma mère a sauté hors de la voiture, non pas vers moi, mais vers le côté passager où Émilie, ma sœur de 15 ans, était assise, en pleurs mais indemne. Elle va être en retard, a hurlé ma mère. Je t'avais dit que cette voiture était une épave, a aboyé mon père, en examinant le capot froissé. Ils ne sont pas venus à mes côtés. Pas même quand j'ai gémi. Pas même quand j'ai crié, je crois que j'ai le bras cassé. Émilie avait une égratignure sur la joue. C'est tout. Mais maman était déjà en train de lui écarter les cheveux du visage et de la pousser vers le véhicule utilitaire sport. Nous ne pouvons pas manquer le rendez-vous. Il facture des frais si on a plus de 10 minutes de retard. J'étais toujours coincé, toujours en sang. Papa, ai-je murmuré faiblement. S'il te plaît, aide-moi. Je ne sens plus ma jambe. Il m'a regardé une fois, juste une fois, et a dit, si tu as été capable de te mettre dans un tel pétrin en conduisant, tu peux bien te débrouiller pour t'en sortir. Ils sont partis. Ils m'ont laissé là, saignant, piégé, la pluie battant sur le pare-brise brisé. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force. Je ne sais pas d'où est venue la volonté, mais je me suis détaché, en sanglotant, et je me suis traîné sur le verre brisé jusqu'à la portière du passager, je l'ai ouverte d'un coup de pied avec ma bonne jambe, et j'ai rampé sur le bord de la route comme un animal mourant. Une inconnue, une femme d'une 50aine d'années, s'est arrêtée 20 minutes plus tard et a appelé le 911. Je suis resté aux urgences pendant 6 heures. Une fracture du fémur, une épaule déboîtée, des entailles profondes sur les côtes. Ils ont dû me mettre sous sédatif juste pour me recoudre. Et quand je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, mes parents n'étaient pas là. Ils ne sont pas venus. Ni cette nuit-là, ni le lendemain, pas avant que l'hôpital n'envoie une facture pour mon traitement et n'ait besoin de la signature d'un tuteur. Quand ils se sont finalement montrés, maman est entrée avec un gobelet de Starbucks et a dit, tu vas devoir rembourser ça. Tu sais que nous ne sommes pas riches. Papa a juste croisé les bras et a marmonné, peut-être que la prochaine fois, tu conduiras plus prudemment. Émilie a posté une photo sur Instagram depuis le salon ce soir-là, avec la légende, drame de l'accident de voiture, mais j'ai quand même eu mes boucles. Et les commentaires, ta famille est iconique. Tu assures, même dans le chaos. J'espère que ta sœur va bien, mais tu as tout déchiré. Personne ne connaissait la vérité. Personne ne savait que j'avais failli me vider de mon sang parce que personne ne voulait manquer un brushing. Et ce fut le moment, la seconde exacte, où j'ai cessé d'être leur fille et où j'ai commencé à être autre chose. Une tempête qu'ils n'ont jamais vue venir. Et cette fois, ce seraient eux qui seraient piégés. La convalescence n'a pas seulement été lente, elle a été humiliante.
J'ai dû rester dans un centre de rééducation pendant 6 semaines parce que mes parents ne voulaient pas s'embarrasser de s'occuper de moi à la maison. Ma chambre dans la maison a été transformée en espace pour le surplus du placard, selon ma sœur, qui en a posté une visite guidée sur TikTok alors que j'étais encore en fauteuil roulant. Je l'ai regardé depuis un lit de rééducation, les larmes coulant sur mon visage. Quand je suis finalement rentré à la maison en boitant, l'épaule toujours dans une attelle, les jambes couvertes de cicatrices et raides, il n'y a pas eu de bienvenue, pas de ballon. Pas de « nous sommes contents que tu sois en vie ». Juste Émilie qui criait « Burke, ça veut dire qu'elle est déjà de retour ?» J'utilisais son bureau. Et maman ? Elle a montré la table du doigt et a dit « Ne mets pas de sang sur les coussins. Ils sont neufs. » J'ai alors réalisé que je n'étais pas leur enfant. J'étais un fardeau qui n'était pas mort quand il aurait dû. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai joué la bonne fille, j'ai cuisiné, nettoyé, j'ai même plié le linge d'un bras alors que mon corps était encore endolori. Mais j'ai écouté. Et ce que j'ai appris a tout changé. Ils avaient souscrit une petite police d'assurance vie sur moi quand j'ai eu 16 ans. Rien de suspect, juste une de ces alternatives au fond pour l'université, disait-il. Mais après l'accident, ils ont essayé de l'encaisser alors que j'étais encore en vie. L'hôpital a rejeté la demande, mais cela expliquait tout. Ils avaient prévu que je disparaisse. Quand j'ai survécu, je suis devenu un inconvénient. Alors, j'ai pris une décision. J'ai arrêté de pleurer et j'ai commencé à planifier. J'ai trouvé un travail dans un centre d'appel à 3 villes de là. J'ai économisé chaque centime. J'ai déménagé sans un mot à 19 ans. Je me suis inscrite à l'université en ligne, j'ai suivi des cours du soir et j'ai fait des petits boulots. J'ai loué une chambre chez une gentille enseignante à la retraite qui savait que j'avais un passé mais qui n'a pas cherché à en savoir plus. Et 5 ans plus tard, j'avais 24 ans, j'étais diplômée de l'université, conseillère diplômée en traumatologie, et une femme qui venait d'acheter l'immeuble qui abritait le salon de coiffure familial tant aimé de mes parents, le même endroit où Émilie avait assuré avec ses boucles la nuit où j'ai failli mourir. L'endroit dont ma mère se vantait de posséder 50% de l'entreprise devant son club de bridge. Ce qu'elle ne savait pas ? L'autre propriétaire à 50% avait vendu ses parts il y a 6 mois. À moi. Discrètement, légalement, entièrement. Mais je n'avais pas encore terminé. J'ai attendu que maman organise un grand événement beauté de printemps, quelque chose que le salon organisait chaque année pour attirer les influenceurs, les clients et les réservations pour les mariages. Elle s'en vantait déjà dans le bulletin d'information du quartier. Et je l'ai laissé faire. La veille de l'événement, je suis entré avec un porte-bloc et un sourire. La réceptionniste, désormais mon employé, m'a remis le trousseau de clés principales. Je suis entré dans le bureau et j'ai remplacé chaque affiche, chaque écran de réservation, chaque carte de confirmation de client par un avis imprimé en gras. Événement annulé. La direction a changé. Contactez Dr Rivers pour plus de détails. Oui, Dr Rivers. J'avais changé de nom de famille. Mais ils savaient. Oh, ils ont su qui j'étais quand je suis entré au milieu du salon le lendemain matin, vêtu d'un pantalon noir et d'un blazer, porte-bloc à la main. La bouche de maman s'est décrochée. Émilie a laissé tomber son café glacé. Papa, qui était passé pour s'attribuer le mérite de l'événement comme d'habitude, s'est figé. J'ai dit calmement, vous allez devoir récupérer vos affaires. À compter d'aujourd'hui, cette propriété est sous une nouvelle direction, et vous n'êtes pas sur le bail. Mais c'est notre salon, a hurlé ma mère. Plus maintenant, ai-je dit. Et si vous pensez à violer la propriété, les caméras que je viens d'installer disent le contraire. Émilie est sortie en trombe, en pleurant. Papa a essayé d'argumenter. Je lui ai tendu une lettre de mon avocat. Maman ? Elle me fixait comme si elle voyait un fantôme. Tu n'es plus notre fille, a-t-elle sifflé. J'ai souri. Apparemment, je ne l'ai jamais été. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas insulté. Je n'en avais pas besoin. Il m'avait laissé saigner une fois. Maintenant, je les laissais abasourdis et insignifiants. Après les avoir expulsés du salon, on pourrait penser que ce serait la fin. Mais les narcissiques ne se laissent pas abattre en silence. Ils pivotent simplement vers la pitié. En quelques jours, mes parents ont commencé à dire à tout le monde dans le quartier que j'étais devenue folle, que j'étais vengeresse et mentalement instable, les attaquant pour un malentendu d'enfance.
Ils ont dit à tout le monde que j'étais toujours dramatique et que l'accident de voiture avait été un accident avec lequel ils n'avaient rien à voir. Émilie est allée sur les réseaux sociaux et a posté une vieille photo de moi avec la légende « Certaines personnes ne guérissent jamais. Elles ne font que blesser les autres ». Ce qu'ils ne savaient pas, c'était ceci, j'avais tout documenté. Les papiers de sortie de l'hôpital, les enregistrements audio du 911 de la femme qui m'a trouvé, la lettre de refus de la compagnie d'assurance après qu'ils aient essayé de toucher ma police d'assurance vie alors que j'étais encore en vie, des captures d'écran de textos, de courriels et tout. Et maintenant, j'avais un public. Grâce à mon travail de conseillère en traumatologie, j'avais discrètement développé un blog et un public, une communauté privée mais grandissante pour les personnes ayant des parents narcissiques. Des milliers de femmes qui avaient traversé ce que j'avais vécu, et pire encore. Quand j'ai publié mon histoire anonymement, elle est devenue virale en 2 jours. Et puis j'ai sorti les preuves. Pas de nom, pas de détails d'identification, mais assez de preuves pour que les gens commencent à se demander, qui laisserait son enfant saigner dans une voiture pour se rendre à un rendez-vous chez le coiffeur? Qui essaie d'encaisser une police d'assurance vie sur sa fille encore en vie? Qui fait ça? Cela s'est répandu comme une traînée de poudre. Même les nouvelles locales s'en sont emparées sous la forme d'une histoire de lanceur d'alerte de blog anonyme. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? Leurs amis ont cessé d'appeler. Leur groupe à l'église les a discrètement retirés de l'annuaire. Le salon, dont la licence avait expiré et faisait maintenant l'objet d'une inspection publique, n'a jamais été renouvelé. Les clients ont disparu. L'empire de la beauté s'est effondré. Et moi? J'ai ouvert une nouvelle clinique dans ce même bâtiment, un centre de thérapie pour traumatisme, gratuit pour les adolescents qui ont survécu à la négligence ou à la maltraitance familiale. Le nom sur la vitre, la salle de la résilience. Le jour de l'ouverture, j'ai fait un discours. Je n'ai pas cité de nom. Je n'ai pas crié. J'ai simplement dit, un jour, j'ai saigné dans une voiture pendant que les gens que j'aimais se précipitaient à un rendez-vous. Aujourd'hui, je détiens les clés de l'espace pour lequel ils m'ont laissé mourir. Alors, si vous avez déjà été abandonné, meurtri ou réduit au silence, cette salle est pour vous. Il y avait des larmes dans le public. Je me suis revu dans tant d'entre eux. Et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin qu'ils s'excusent. J'avais juste besoin de ne jamais devenir comme eux. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre d'Émilie. Pas d'excuses, juste de l'amertume. Qu'est-ce que ça fait de ruiner sa propre famille, a-t-elle écrit. J'ai souri, car la vérité est que je n'ai pas ruiné une famille. J'en ai échappé à une. Et j'ai construit quelque chose de mieux avec les morceaux qu'ils ont laissés derrière eux.